on avait beau construire encore du logement social, il y avait une telle fuite du logement du parc privé qu'en fait, on n'arrive pas à ne serait-ce que maintenir la population permanente. Vérité se déguste aussi en podcast. Bonjour Peggy, nous revenons un petit peu sur ce vote qui a eu lieu à la communauté de communes de l'Île de Ré au mois de mars dernier et qui concerne une régulation des locations de meublés de tourisme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, je fais un peu d'explication pédagogique. En fait, il y a des mesures qui sont ouvertes par la loi qui permettent aux communes ou aux communautés de communes de donner des règles pour réguler les meublés de tourisme. L'idée, c'est pas de venir interdire les meublés de tourisme, mais c'est qu'on constate sur des territoires qu'il y a des endroits, et c'est le cas sur l'île de Ré, où en fait l'offre de location de courte durée, on va les appeler là les meublés de tourisme, elle devient tellement importante qu'en fait ça crée un déséquilibre en défaveur du logement à l'année. Donc du coup, il y a plein de territoires qui ont pris des mesures pour réguler. C'est vraiment cette idée de rééquilibrer, de réguler les meublés de tourisme. Ça existe depuis des années. Ces mesures, elles étaient même obligatoires pour des grosses villes comme Paris, Strasbourg, Marseille, Bordeaux. Bordeaux a pris des mesures depuis 2018. On a eu des mesures, il faut quand même le dire, sur les meublés de tourisme qui ont été prises depuis très longtemps, sur des villes comme Levallois, comme Neuilly, comme Nanterre, qui étaient dans les mêmes... Voilà. C'est pas du tout une nouveauté en fait. C'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est qu'en fait, au fil des années, des plus petits territoires que ces grosses agglos ont été confrontés en fait à ces mêmes difficultés et donc ont voulu prendre en fait des mesures elles aussi. Donc ça a été le cas de plus petites communes villes de province comme Saint-Malo, ça a été le cas de petites communes comme Cassis, Roquebrune, voilà des communes qui n'étaient pas au départ dans les mesures obligatoires. On dit, nous, on n'est pas obligé d'y aller, mais en fait, on a besoin de rééquilibrer. Des communes dont le point commun, quand même, est d'être des communes très touristiques. Oui, c'est vraiment cet attrait touristique, en fait, qui fait le déséquilibre, parce qu'on parle vraiment d'un déséquilibre. Et c'est aussi le déséquilibre financier, en fait, de l'investissement locatif qui est extrêmement rentable sur des locations de courte durée et malheureusement beaucoup moins intéressant sur la location à l'année. Ce qui oblige à prendre des mesures parce qu'en fait on aimerait bien que magiquement ça s'équilibre tout seul, on aimerait bien de se dire que finalement ça va s'équilibrer, qu'on va avoir de la location à l'année qui va se faire. Mais en fait on voit bien que c'est tellement plus avantageux fiscalement et financièrement de louer sur de la petite durée que du coup, si nous-mêmes, les territoires, on ne redonne pas un peu de règles et de cadres, ça ne s'équilibre pas tout seul. D'autant plus que ce déséquilibre a tendance à changer la vie des permanents. Exactement. Aussi, On le voit même en termes économiques, c'est-à-dire que ça change aussi le paysage des activités économiques et on voit des fois des déséquilibres. Alors, sur l'île, c'est pas encore trop marqué, mais des déséquilibres où on a une offre économique extrêmement orientée sur la clientèle de passage touristique et qui du coup s'appauvrit sur une offre dont on aurait besoin de permanents. Je pense par exemple sur les services à la personne. C'est un besoin qu'on a sur l'île de Ré toute l'année et du coup qui n'est pas pourvu. Et puis surtout, on voit aussi un déséquilibre sur les recrutements, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est arrivé à une telle tension en matière de logement qu'on n'arrive pas à recruter. Ça, tout le monde le sait. Mais en fait, ça pose vraiment des difficultés. Si tu veux, on a évidemment tout le secteur touristique lui-même qui, au bout d'un moment, en fait, se retrouve en difficulté de mener sa propre activité parce qu'il ne peut pas recruter non seulement des travailleurs saisonniers, mais en fait du personnel permanent. On a la chance et la malchance, j'allais dire, sur l'île de Ré, d'avoir une saison touristique extrêmement longue. Ça a été un travail important mené depuis des années pour travailler sur ce qu'on appelle les ailes de saison. Donc aujourd'hui, par rapport... Le printemps et l'automne. Le printemps et l'automne, c'est-à-dire qu'on a des saisons qui vont d'avril à la Toussaint, ce qui est un luxe. Je veux dire, sur d'autres territoires, on voit bien que c'est pas l'activité touristique, elle est extrêmement réduite. Pourquoi c'est une chance ? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on a certains employeurs qui vont annualiser du temps de travail. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens peuvent travailler à l'année sur une activité qui va être touristique, mais avec un temps annualisé. C'est une chance, mais du coup, ça nous dessert aussi parce que la rentabilité d'un meublé de tourisme,
elle démarre du 1er avril jusqu'au 1er novembre. Donc 6 mois de l'année, il n'y a pas de Voilà. logement, quoi. En fait. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, on voit même nous, sur les collectivités elles-mêmes, les communes, la communauté de communes, on n'arrive plus à recruter. On ne pèse plus assez dans la balance pour pouvoir dire venez travailler en service public. Voilà, les gens n'arrivant pas à se loger en proximité, ils ne viennent pas travailler dans nos collectivités. Donc ça, c'est le tableau. Voilà. Compliqué. Donc face à ça, le président de la CDC, Lionel Quillet, et les services ont élaboré un règlement. Ça, on l'a travaillé aussi beaucoup avec les élus communautaires. Oui. C'est pas sorti du chapeau. Oui. On a mené deux démarches concomitantes, c'est-à-dire on avait voté déjà une feuille de route en décembre 2023, non 2022, pardon. Décembre 2022, on vote une feuille de route par les délégués communautaires où on inscrit ça, c'est-à-dire on inscrit le besoin de travailler sur le logement permanent et de rééquilibrer l'offre de meublés de tourisme. Et du coup, on a engagé dès le début de l'année 2023 un diagnostic pour mettre en place un programme local de l'habitat. Ce diagnostic, sans surprise, nous a remontré les grosses difficultés pour créer du logement permanent. Et notamment, nous a montré qu'on avait beau construire encore du logement social, il y avait une telle fuite du logement du parc privé qu'en fait, on n'arrive pas à ne serait-ce que maintenir la population permanente. C'est ça, le logement social ne suffit pas. Il faut absolument que le parc privé soit mobilisé. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a une telle fuite du privé sur le meublé de tourisme que le logement social n'arrive pas à équilibrer. Donc, besoin d'avoir un règlement. Donc, suite à ça, il y a eu les assises du logement. Oui, ça, c'était avant la feuille de route. Oui, Il y a eu les assises du logement où l'idée, c'était là de se dire, avant d'enclencher quoi que ce soit au niveau des élus, au niveau du travail de la communauté de communes, on prend la température des habitants, c'est-à-dire, voilà, quel constat vous avez, vous, en matière de logement. Et on avait fait les assises du logement et on avait fait un questionnaire auprès des habitants où il y a eu énormément de réponses. Et dans ce questionnaire, tous disaient qu'il fallait intervenir. Alors évidemment, sans baguette magique, c'est-à-dire tous disaient il faut intervenir, mais il faut essayer de ne pas pénaliser les petits propriétaires. Il faut aussi apporter des choses pour rassurer les propriétaires qui voudraient louer à l'année, etc. Et il faudrait bouger la fiscalité. Je rappelle que la fiscalité, c'est pas nous qui avons la main dessus, même si on a besoin qu'elle bouge et on en parlera tout à l'heure. Donc, assise du logement, feuille de route en matière du logement et travail durant toute l'année 2023 sur affiner le diagnostic et faire notre règlement. Pourquoi on avait besoin de ça? Parce que le règlement, il faut qu'il soit juste et proportionné. En gros, il n'est pas question d'abord de dire halte aux touristes. Non. Il n'est pas question de dire halte. Voilà, les gens, on les accueille toujours. On a toujours une offre hôtelière, une offre de camping et une offre en location de courte durée. Clairement. En fait, quand je dis le règlement, il doit être juste et proportionné, c'est qu'en fait, ce qui est ouvert par la loi, il ne donne pas des critères fixes. C'est chaque territoire qui va fixer le curseur, qui va fixer la mesure du règlement. À Paris, il y a eu des mesures de prise qui sont très différentes de celles de Bordeaux, qui sont très différentes de celles de Saint-Malo. Donc, il fallait qu'on trouve celle de l'île de Ré. Qu'est-ce qu'on a proposé dans le règlement qui a été voté? C'est deux approches. L'approche par quota, c'est-à-dire de dire on donne un nombre de meublés de tourisme sur l'île de Ré autorisés à exercer. Par commune. Exactement. Ce quota, on l'a défini par commune. Comment on l'a calculé? Grossièrement, en fait, on a pris les meublés de tourisme existants, desquels on a enlevé les résidences principales. Parce que les résidences principales, quand elles sont louées pour l'été, elles n'ont pas besoin d'autorisation. En fait, pourquoi elles sont sorties de ces autorisations? Parce qu'en fait, elles n'enlèvent pas du logement. C'est pas parce qu'une résidence principale est louée l'été ou pas louée l'été que ça fait du logement en plus ou en moins. Elle est occupée l'hiver par quelqu'un. C'est déjà du logement à l'année. Voilà. Donc du coup, voilà, il y a eu ce quota qui a été défini pour chaque commune. Ça, c'est l'idée de dire aujourd'hui, on ne revient pas 10 ans en arrière. Mais on ne veut pas plus de meublés qu'il y en a aujourd'hui. C'était vraiment ça l'idée. C'est-à-dire que quand il y a un rachat d'une maison, si c'est un promoteur ou s'il y a une spéculation, il sera limité. Par exemple, s'il veut casser une maison pour en faire 4 appartements à louer, ce sera limité aujourd'hui. Oui, voilà. c'est vraiment ça l'idée. Donc ça, c'est la première approche, c'est celle des quotas. Et ensuite, celle de limiter par propriétaire le nombre d'autorisations de meublés de tourisme à 2 par propriétaire.
personne physique ou personne morale. Donc là aussi, c'est on voit bien qu'il y a des fois des propriétaires qui ont 15 ou 16 logements. Et là, de dire, en fait, ça, c'est pas entendable. Soit on est vraiment dans le cadre d'une résidence de tourisme, et ça, bien sûr, ça sort des autorisations, tout ce qui est résidence de tourisme, hôtellerie, chambre d'hôte, voilà, tout ça, on l'exclut de ce règlement. Mais par contre, voilà, quand on est propriétaire de deux, on peut avoir les autorisations. Au-delà, eh ben, on n'est plus autorisé à avoir des meublés, c'est-à-dire qu'il faut en mettre à l'année. Donc, concrètement, ça veut dire qu'à partir de 2025, tout le monde repart à zéro, c'est-à-dire que c'est pas parce que je louais depuis 15 ans que j'ai aucune démarche à faire. Tout le monde devra faire la démarche de demander une autorisation de ce qu'on appelle le changement d'usage. Pourquoi on appelle ça le changement d'usage? C'est qu'en fait, on considère que quand vous avez une habitation, que vous la louez en meublé de tourisme, elle perd son usage d'habitation puisqu'elle devient un lieu de service de location de courte durée. Donc, il faut demander une autorisation. Et là-dessus, que vous louiez depuis 15 ans, que vous louiez depuis 5 ans ou que vous commencez à louer, il faudra tous la demander. Y compris le propriétaire d'une maison tout à fait. ou d'une location. Et y compris si le résident secondaire qui loue sa maison 15 jours. Absolument. Ça lui semble pas beaucoup, mais il faudra quand même qu'il demande une autorisation. De changement d'usage. Oui. Là-dessus, comment elles vont être accordées? Ce qu'on a souhaité, c'est quand même ne pas mettre en difficulté ceux qui louaient et qui étaient dans les clous depuis des années. Donc, ceux qui ont déjà payé la taxe de séjour au moins une fois durant les 3 dernières années, ils auront la possibilité de faire leur demande en priorité. Puisqu'en fait, comme on a un système de quotas, il est certain qu'une fois que les quotas seront remplis, il n'y aura plus d'autorisation donnée. Il y aura un principe de liste d'attente. Donc, je louais ma maison, j'ai déclaré ma taxe de séjour dans les règles, je serai prioritaire à partir de l'automne pour la demander avant. Je veux louer, c'est une nouvelle activité, et ben je regarderai s'il y a de la place, si tous les quotas ne sont pas encore utilisés, je pourrais avoir une autorisation. La demande, elle va être assez simple à faire, hein, mais dans les papiers, c'est pas formellement, c'est pas des demandes très lourdes, ça va être fait de façon dématérialisée. Est-ce que ça va pas être un peu premier arrivé, premier servi? Il y aura un principe de liste d'attente. Donc, une fois que les quotas seront remplis, il faudra attendre que des gens cessent l'activité de meublé de tourisme. Ah ouais. Ça, c'est certain. Mais les quotas, globalement, vont permettre de satisfaire les demandes des gens qui étaient déjà déclarés. C'est comme ça qu'ils ont été formatés. C'est les fraudeurs, entre guillemets, qui vont être un peu sanctionnés. Ah, ceux qui ont oublié de payer la taxe de séjour, oui, ils ne seront pas prioritaires en tout cas. Non, mais ça c'est... voilà, ok. Bah oui. Ils ne seront pas formellement, en tout cas, ceux qui sont aujourd'hui dans les fichiers taxes de séjour, ils verront le guichet de demande ouvert à partir d'octobre. Pour les autres, ça sera à partir de janvier. Donc ça va s'appliquer à partir de janvier 2025. Le règlement devrait s'appliquer plutôt au 1er juin 2025. Ah oui, c'est-à-dire qu'on était trop juste pour appliquer des Pâques, ce qui en réalité ne va pas tellement changer l'équilibre de la mesure entre Pâques et juin. Mais c'est-à-dire que pour jusqu'en juin 2025, les locations peuvent se faire sans autorisation. Alors, est-ce que vous pensez que ça va remettre du locatif à l'année sur le marché? C'est ça, parce que oui, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Dans le Pays Basque, oui. Où ils ont un petit peu... Les résultats sont bons. Alors, c'est pas inintéressant, c'est encore un peu tôt. Hein. Bon, clairement, je vais être très transparente, ça va pas, il n'y a pas la baguette magique. Si on l'avait trouvé, franchement, je serais... En tout cas, ce qu'on peut en attendre, c'est plusieurs choses. Déjà, pas plus, ce qui est déjà énorme. Oui. C'est-à-dire que là, je vois sur la commune de la Couarde, où je suis élue, sur la commune de la Couarde, on le voit bien, là, il y a quelques anciens qui sont décédés, très clairement. Ces dernières années, toutes les maisons qui étaient habitées à l'année par des personnes âgées sur le village, elles sont rachetées pour faire du meublé de tourisme. Ça, déjà, ça ne va plus être possible. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Pourquoi je dis que ça ne sera pas de baguette magique? C'est qu'aujourd'hui, une maison qui sera vendue, même avec le règlement, on ne pourra pas être sûr que ça devienne de l'habitat à l'année. Ça pourrait être une résidence secondaire. Clairement, oui. Là-dessus, on n'a rien pour limiter ceci. C'est aussi les libertés individuelles. Oui. Après, à un moment, on peut exactement, pas, bien sûr. Outrepasser la liberté de propriété, je crois, qui est un des droits fondamentaux de notre Constitution. Après, en termes de vie sur les communes, c'est quand même pas la même chose, le résident secondaire, que la location touristique de passage. Clairement. C'est clair, c'est pas la même chose. Je veux dire, sur les villages, les résidents secondaires, ils participent de la vie de village. Bien quoi. sûr. Donc bien voilà, sûr, c'est aussi. Donc, ce qu'on peut en attendre, c'est déjà ne pas faire évoluer les meublés de tourisme, ce qui déjà est énorme.
On espère quand même récupérer tout ce qui n'était pas déclaré, parce que ça, autant vous dire que c'est très opaque. Mais clairement, ce qui n'était pas déclaré, demain, ne sera pas prioritaire pour avoir les autorisations de louer. Et puis, Donc, il y aura des contrôles aussi. Ah oui, bah oui, ça c'est la seconde étape. Ce qu'on peut en attendre enfin, c'est de se dire que les propriétaires qui avaient plus de 2 meublés, eh ben, j'espère qu'ils vont en mettre en location à l'année. Et pour ça, il va falloir qu'on les aide. Donc ça, c'est le volet dont on va parler, mais il va y avoir toute une série d'aides, clairement. Oui. Donc effectivement, ces mesures, on peut rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est des aides à la rénovation. Clairement. Donc là, on travaille aujourd'hui sur la mise en place d'aides dans le cadre du programme local de l'habitat et elles vont être votées au conseil communautaire d'octobre. Je pense qu'on sera prêt pour octobre. Au pire, décembre, mais notre objectif, c'est 2025, on a la partie restriction qui arrive clairement, mais 2025, on a la partie aide. Les aides, elles vont être de quel niveau ? Elles vont être des aides en matière de garantie de locative. Oui. Clairement, ça, c'était une demande énorme de la part. La Visale, elle est intéressante, mais on sait qu'elle couvre essentiellement des personnes salariées. Sauf que sur l'île, on a beaucoup de personnes qui sont indépendantes, on a beaucoup d'agriculteurs, on a beaucoup d'artisans. Et il faut qu'on ait une offre de garantie de loyer pour tout ce qui ne rentre pas dans la raquette de la fameuse garantie Visale, qui est gérée par le 1% logement. Donc c'est normal, eux, ils gèrent les publics salariés. C'est pour ça qu'ils existent. Donc voilà, il faut qu'on voit comment on apporte de la garantie pour les gens qui ne sont aujourd'hui pas couverts par la garantie de loyer. Oui, parce qu'il s'agit aussi de rassurer les propriétaires. On a vu des cas de gens aux informations qui étaient squattés et qui ne pouvaient pas déloger leurs squatteurs. Et ça, c'est une crainte qu'on peut avoir les propriétaires. C'est la crainte. Clairement, aujourd'hui, un propriétaire qui loue en meublé de tourisme, les clients ne sont même pas arrivés, que lui, il a le chèque de la semaine de location. Donc ça, c'est sûr que ça n'existe pas quand on loue à l'année. Il y a chaque mois qui doit être payé au fil de l'eau. Donc il faut être clair quand même, la majeure partie des locations à l'année, ça se passe bien. Ben oui, bien sûr. Forcément, ce qu'on va retenir, c'est le cas où ça se passe pas bien, et celui-là, il faut qu'on l'évite au maximum. Même s'il est anecdotique, il faut accompagner les propriétaires pour qu'ils ne soient pas confrontés à ces difficultés-là. Donc clairement, les aides, c'est garantie de loyer et c'est tout ce qui est des conventions, on travaille avec l'ANA, tout ce qui va être des conventions ANA pour aider à faire des travaux. Par exemple, mon logement n'est pas assez bien isolé pour la performance énergétique et je ne vais pas pouvoir le louer à l'année. Si on va vous aider pour faire les travaux, pour que vous puissiez louer le logement et cerise sur le gâteau, si vous conventionnez avec nous sur un projet ANA, vos revenus locatifs, vous aurez des abattements fiscaux extrêmement intéressants. Parce que c'est ça derrière aussi. Donc, il y a aussi une carotte en fait. Il y a aussi vraiment une récompense. On le sait qu'il faut qu'on aide cette bascule. Il faut qu'on aide cette bascule et que ça va être une aide sur le long terme parce qu'en réalité, après le conventionnement ANA, quand les propriétaires voient que le logement, la location à l'année, ça se passe bien, ils se rendent compte aussi pour certains d'entre eux qu'ils n'ont plus d'arrivée et de départ à faire, plus de ménage, voilà. Oui. Donc il y a aussi un intérêt pour certains, et je pense à des propriétaires âgés qui commencent à fatiguer de tous les samedis ou presque d'accueillir, de gérer des entrées et sorties. Donc on fait le pari que ça va enclencher des choses sur du temps durable. Pas tout de suite, ça va être à moyen terme. Mais oui. En fait. Oui, bien sûr. Là, je veux dire clairement, les effets, comme toute mesure, ils ne vont pas se faire sentir au 1er janvier 2025. Il faut le temps que les mesures à la fois de contrainte, mais à la fois incitatives, elles se mettent en place. Donc, des aides aux travaux pour les propriétaires qui voudront louer à l'année, ça va être le cœur des aides. Des aides en matière de garantie de loyer et puis la création d'une maison de l'habitat, c'est-à-dire d'un lieu où j'ai n'importe quelle question pour venir, pour mon logement, j'ai n'importe quelle question parce que je veux mettre mon bien à louer, parce que je veux moi-même être locataire, je viens à la maison de l'habitat et j'ai quelqu'un qui me renseigne. Et derrière, parce qu'on sait qu'en fait les partenaires ils sont multiples, que pour les habitants, des fois, c'est pas clair et que c'est pas compréhensible. Derrière, c'est nous, la communauté de communes et les partenaires qui gérons qui va intervenir.
Il y a un guichet unique. Mais oui, un guichet unique. Et j'ai un conflit avec mon locataire, on sait que derrière, c'est la conseillère de la DIL qui va pouvoir vous renseigner sur les démarches à faire. J'ai besoin de renseignements sur quelles aides pour les travaux. Ça va être la plateforme énergétique qui va me renseigner. Mais pour l'habitant, ça va être transparent. Il y a un endroit où je vais, c'est la maison de l'habitat. Et j'ai pas besoin de me demander est-ce qu'il faut que j'appelle la DIL, est-ce qu'il faut que j'appelle l'ANA, est-ce qu'il faut que j'appelle le pôle habitat indigne. Voilà, tout ça, la complexité, parce qu'ils sont complexes ces dispositifs, derrière il faut que ce soit nous, la collectivité, qui soyons capables de l'absorber, de la digérer pour que l'habitant il s'y retrouve facilement, quoi. Très bien, bah, c'est super, Ouais. merci beaucoup. Bah, oui. Il reste du travail à faire, mais ça démarre. Merci. Ouais, merci. Vérité se déguste aussi en podcast.